Alors pas encore arrivé, déjà sous pression, les oppositions demandent des actes au Premier ministre. Dans une lettre ouverte, Olivier Faure, le patron du PS, demande une accélération des travaux de reconstruction. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. On verra avec vous dans un instant sur Europe 1 quels sont les enjeux de cette visite. Avant ça, je voudrais vous faire écouter Safina Soula. Elle est présidente du collectif des citoyens de Mayotte et comme de nombreux Mahorais, elle va manifester aujourd'hui contre la venue du Premier ministre. C'est une manifestation légitime puisque vous savez que beaucoup de populations restent bloquées soit ici à Mayotte qui doivent se rendre à La Réunion ou alors c'est plutôt ceux qui sont à La Réunion qui veulent rentrer pour aider à la reconstruction et il se trouve qu'effectivement il n'y a pas de vols commerciaux et le peu qu'il y a c'est qu'il y a des évacuations d'urgence. C'est pour cela qu'il faut absolument déployer des gros moyens, mettre en place des gros avions militaires qu'on puisse absolument désengorger cette population. La population en a marre, la population est fatiguée. En tant que Français, la France a le devoir d'apporter l'aide. Voilà pour le constat. Benjamin Morel, vous l'avez entendu, le ras-de-bol des Mahorais, alors que le réseau électrique est toujours en cours de rétablissement. François Bayrou, il va devoir arriver sur l'archipel lundi avec des solutions concrètes à apporter. Oui, il faudra arriver avec des solutions concrètes. La question, c'est est-ce que ce seront des solutions purement palliatives? Est-ce qu'il s'agira simplement de parer à l'urgence? Est-ce que ça va être des solutions de reconstruction à long terme? Ce qui, ne le cachons pas, va quand même coûter extrêmement cher, au vu des dégâts et au vu de la précarité initiale de l'île. Et est-ce que ce sera des solutions qui seront des solutions structurelles, ce qui est, je dirais, un troisième niveau, qui pose la question, évidemment, de l'insécurité dont on parle beaucoup, mais également du développement économique d'une île qui était, avant même le passage de cet ouragan, fondamentalement sinistré. On l'a entendu, il ne va pas venir seul, François Bayrou. Il y a également Manuel Valls en charge des Outre-mer, Elisabeth Borne pour l'éducation nationale. C'était important de se déplacer en nombre? C'était important de se déplacer en nombre, tout bêtement, parce qu'il faut donner le sentiment qu'il y a une forme de considération. Cette considération, elle semble avoir été quelque peu mise de côté lors des premiers pas de François Bayrou. On se souvient du conseil municipal de Pau, on se souvient des questions au gouvernement où François Bayrou semble considérer que Mayotte est à l'étranger. Et donc là, il y a un effet de rattrapage. Cet effet de rattrapage, on l'a vu notamment à travers l'ordre protocolaire, qui est celui de Manuel Valls, qui est troisième dans l'ordre protocolaire pour un ministre des Outre-mer. C'est vraiment un signal extrêmement fort qui est envoyé. Après, le fait qu'il reporte son voyage d'une journée n'est pas forcément quelque chose de très bien reçu. Donc là, il va falloir donner réellement des gages pour donner le sentiment que Mayotte est quand même départementalisée depuis 2005, est considérée à la fois dans les problèmes qui lui sont propres et en même temps dans la catastrophe qui l'afflige. Vous en avez parlé à l'instant sur Europe 1, Benjamin Morel, cette polémique suite à la présence de François Bayrou au conseil municipal de Pau. On peut le dire, c'était une mauvaise entrée en matière. Quelle est sa stratégie, selon vous, pour tenter de se relever dans les prochaines semaines? Vous parlez concernant Mayotte ou plus largement? Et plus largement. Plus largement. Plus largement, on voit qu'on a un François Bayrou qui parie essentiellement sur l'opinion publique, sur un choc qui serait lié à des personnalités fortes, incarnant les différentes politiques. On a parlé de Manuel Valls pour l'Outre-mer, donc souvent les ministres de l'Outre-mer, on ne les connaît pas. Là, c'est quelqu'un qui est connu, qui peut être clivant, mais qui malgré tout est connu et incarne une politique. On a évidemment Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, etc. Le problème de cette stratégie, c'est que jouer l'opinion contre l'Assemblée, c'est déjà ce qu'avait tenté Michel Barnier. Ça ne fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne pas vraiment d'abord parce que vous tenez par une majorité parlementaire et pas par l'opinion. Ça fonctionne d'autant moins quand vous commencez comme étant le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République et que, qui plus est, vous devez présenter un budget d'austérité, ce qui est très rarement gage de popularité. Les personnalités importantes de ce gouvernement dont vous venez de parler, Elisabeth Borne, Manuel Valls ou encore Gérald Darmanin qui est sur tous les fronts ces derniers jours, selon vous, Benjamin Morel, ça rassure les Français ou au contraire il y a peut-être une forme de rejet d'une certaine façon? Les Français se disent on prend les mêmes et on recommence? Force est de constater que ce ne sont pas forcément des personnalités qui ont une assise électorale très large.
En d'autres termes, Elisabeth Borne, ça ne vous apporte aucun nouveau parlementaire. Ça peut même vous en enlever quelques-uns, parce que Gabriel Attal n'est peut-être pas très heureux d'avoir ses principaux rivaux au sein de Renaissance, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, nommés au gouvernement alors que ses proches en ont été évincés. Et dans l'opinion, ça n'apporte guère au-delà du socle macroniste. Donc il est vrai qu'en la matière, on a quelque chose qui relève d'une portée extrêmement limitée. Idem d'ailleurs à droite, c'est-à-dire que même si Bruno Retailleau peut en effet s'initier quelque chose du point de vue de l'opinion publique, du point de vue des députés, on a vu que ça n'emballait pas forcément non plus Laurent Wauquiez, donc ça ne rend pas ce gouvernement plus stable dans les mois à venir. Une crise politique qui risque de durer si on vous écoute, Benjamin Morel, sur Europe 1. Le gouvernement, il a été nommé juste avant Noël. C'est quoi sa durée de vie selon vous ? Il y a, je dirais, 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que ça tombe dès le 14 janvier, que la motion de censure proposée par les Insoumis reçoive l'aval et du reste de la gauche, ce qui est aujourd'hui pas tout à fait improbable, et du Rassemblement national, ce qui est plus sujet à caution. Le RN n'a pas forcément intérêt à censurer tout de suite, et donc c'est pas un scénario plus probable. Le scénario le plus probable, c'est le deuxième, c'est que ça tombe au moment du budget. Parce que ce budget va être un budget assez dur, un budget plutôt d'austérité, un budget sur lequel, qui plus est, les 10 milliards qui avaient été trouvés dans le budget Barnier sur les plus riches et les entreprises ne pourront pas être récupérés pour des raisons juridiques, donc il va falloir faire des économies ailleurs. Cette raison fait qu'il est assez probable qu'on ait une pression de l'opinion vers la censure. On voit déjà qu'il y a environ, selon les enquêtes, 50% des Français qui veulent à nouveau la censure, alors que le budget n'a pas été présenté et que pour l'instant, on devrait au contraire être en phase, si ce n'est d'état de grâce, au moins de bienveillance attentive. Donc cette raison-là fait qu'il est possible que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences et que les députés Rassemblement national se trouvent sous la pression de leur base pour censurer. Le scénario le plus probable, c'est quand même cette chute fin février, début mars sur le budget. Si jamais ça passe le budget, ensuite on n'a plus de gros texte qui appellerait à la censure. Donc il est possible que ça tienne jusqu'à l'été, après quoi les partis pourraient faire pression sur le gouvernement Bayrou, le faisant tomber à dessein d'obtenir une dissolution. Vous ne le voyez pas, ce gouvernement, aller jusqu'en 2027 et la prochaine présidentielle ? Actuellement, ça paraît fondamentalement instable et donc particulièrement improbable. Il n'est pas certain que les partis politiques aient intérêt à une dissolution. La gauche devrait surmonter ses divisions et on voit que ça peut être extrêmement difficile. La plupart des députés centristes ont été élus grâce au report des voix de gauche contre le Rassemblement national. Ce report sera a priori plus médiocre cette fois, donc beaucoup devraient s'effondrer. Quant au Rassemblement national, il peut gagner des sièges, il ne gagnera peut-être pas une majorité et il se retrouvera en situation d'incarner une assemblée bloquée. Parce que si vous avez 220 députés RN, si vous voulez, et qui peuvent s'allier avec personne, à ce moment-là, on rentre dans une phase d'ingouvernabilité profonde, encore plus grande que celle actuelle, et le Rassemblement national, d'une certaine façon, sera le point de blocage. Donc personne n'a vraiment intérêt à une dissolution, mais en même temps, au vu de la configuration, celle-ci risque de s'imposer aux acteurs, même qu'ils le veuillent profondément. Et on continuera bien évidemment à suivre la situation politique en ce début d'année 2025 sur Europe 1. Merci Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Merci d'être intervenu sur Europe 1.